Il y a même Pluton qu'on aperçoit de temps en temps. Mais bon, là, elle est en coulisses. Alors nous, on va commencer. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à Orion. Alors, dans le cadre de la Nuit des étoiles, événement national, le thème de la FA cette année, c'est poussière d'étoiles. Alors, poussière d'étoiles, c'est le terme poétique. Mais concrètement, ce sont les météorites et étoiles filantes. Alors ici, sur cette diapo, on en voit déjà quelques-unes. Les astéroïdes là, qui se baladent. Et là, vous voyez sortir de la ceinture de comète un petit caillou. Il s'allume. Il forme une queue. Et voilà, on a une comète. On va expliquer tout ça en détail. Alors là, ici, le temps est schématique. Si on le met à l'échelle, ça rend ça. Sur cette diapo, une seconde correspond à un mois dans la réalité. Donc vous voyez que plus on est loin, plus c'est lent. Donc on passe au sujet. Donc les météorites et étoiles filantes. Alors de quoi on va parler? Déjà on va essayer de savoir d'où ça vient tout ça, où ça se trouve, de quoi s'agit-il, et à la fin de la conférence, on va essayer de regarder ce qu'il se passe lorsque ça rentre en collision avec la Terre. En fait, on va faire des scénarios catastrophes et on va s'amuser à se faire peur. Bon, après, je vous rassure, la conclusion sera plus que rassurante. Je ne vais pas vous laisser partir en faisant des cauchemars. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler. Si vous voulez savoir pourquoi, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut rester éveillé jusqu'à la fin. Donc, on va se lancer. Alors j'ai envie de commencer avec cette photo. Dans le club, on est plusieurs à faire de l'astrophoto. Alors moi je suis qu'un débutant, hein. J'essaie de faire des trucs comme ça, il y en a qui sont beaucoup plus pointus. Alors j'aime bien cette photo, car elle illustre le sujet de ce soir. Là, ici, vous avez une comète, et là-haut, alors j'ai pas fait exprès de la prendre, c'est le hasard, vous avez une étoile filante. Alors ça illustre bien le sujet, parce que ce sont deux phénomènes différents. Une comète, ça se trouve à des millions de kilomètres de la Terre. Une étoile filante, ça se passe dans l'atmosphère. On va le développer. Alors d'abord, on va se placer. Donc le système solaire, avec les 8 planètes. Alors il y a deux types de planètes. Vous avez les planètes rocheuses, faites de roches. Il y a un sol, on peut marcher dessus. La Terre appartient à cette catégorie, au même titre que Mars, Mercure, Vénus. L'autre type, ce sont les planètes gazeuses faites de gaz. Un peu comme des boules de nuages. Ce sont celles-là, elles sont grosses, elles sont plus loin. Alors nous, nos objets, il y en a déjà qui se trouvent ici. Là, vous avez la ceinture d'astéroïdes, donc qui marque la frontière entre les planètes rocheuses et les planètes gazeuses. Et après Neptune, une autre ceinture, qui est la ceinture de comètes. Les comètes se trouvent ici. Et Pluton, en effet, évolue là-dedans. On va en parler un peu plus tard. Alors au final, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des gros rochers ayant des formes assez irrégulières. Vous voyez, des reliefs assez bizarres. Pourquoi ça ressemble à ça? C'est parce que, vu qu'ils sont tout petits, la gravité y est très faible, et donc cette faible gravité n'arrive pas à arrondir ces objets. Vous pouvez fabriquer une grande montagne, elle ne va pas s'effondrer, tellement que la gravité est faible. Donc ça peut ressembler à n'importe quoi, y compris un os à chien, pour chien. Alors, elles peuvent aussi avoir des lunes, ces choses-là. Là vous avez un astéroïde, donc ça c'est Ida, et sa lune Dactyle. Alors là c'est déjà du bel astéroïde, hein. Environ une 50aine de kilomètres de long. La lune, bien plus petite. Alors, au milieu des astéroïdes et des comètes, il y en a des beaucoup plus gros, tellement gros qu'ils deviennent sphériques et ressemblent à des planètes. C'est trop gros pour être des astéroïdes, mais trop petit pour être des planètes. Donc c'est une catégorie intermédiaire qu'on appelle planète naine. Dans la ceinture d'astéroïdes, il y a juste Cérès. Chez les comètes, on en a trouvé 4, dont Pluton. Les voici.
Donc là, les 4 officiels qu'on trouve dans la ceinture de comète, il n'y a pas ces restes là-dedans. Et là, ce sont des candidates qui attendent le statut de planète naine. Bon, elles n'ont pas fini de remplir les papiers, tout ça, donc pour l'instant, ça reste des comètes de grosse taille. Alors, parlons des dimensions. La ceinture d'astéroïdes, elle fait 150 millions de kilomètres de large. Là, c'est beaucoup plus grand. Ça fait 7 milliards de kilomètres de large. Et le réservoir de comètes, ça va plus loin. Là, vous avez la ceinture, au-delà. Vous avez un nuage de comètes qu'on appelle nuage de Oort. Il faut savoir que le réservoir de comètes, au départ, c'est une ceinture qui devient de plus en plus épaisse. Et ensuite, cette ceinture fait une boule qui entoure le système solaire. Tout ça, ce sont des comètes. Il y en aurait là-dedans 1 million de milliards. Ce qui est beaucoup. Donc au final, ceinture de Kuiper et nuage de Oort, tout ça, ce sont les comètes. Alors, on va faire un peu de démystifier. Voilà. On va démystifier certains trucs. On s'imagine souvent les comètes et les astéroïdes comme des gros cailloux qui se baladent les uns à côté des autres, très proches. Eh bien ça c'est faux. En réalité, il faut s'imaginer des objets faisant en moyenne 1 km de diamètre et séparés en moyenne par des centaines de milliers de kilomètres. Ça veut dire que ces ceintures, même si elles contiennent plus de choses que les zones des planètes, ces ceintures sont assez vides, généralement. D'ailleurs, les sondes qui vont vers Jupiter, par exemple, quand elles traversent la ceinture d'astéroïdes, on ne les fait jamais changer de trajectoire, car les risques de collision sont extrêmement faibles, tellement qu'il y a la place de circuler. Alors je dis la place de circuler, on va voir que des fois il y a des accidents. Alors démystifier aussi les distances. Pour se rendre compte des distances dont on parle, dites-vous que la Terre, si elle fait la taille d'une tête d'épingle, eh bien elle se trouve à 30 mètres d'un ballon de basket qu'est le Soleil. C'est ça la réalité de l'échelle et de la distance. La Terre, tête d'épingle à 30 mètres d'un ballon de basket. Jupiter à cette échelle ferait la taille d'une balle de baby-foot et se trouverait à 160 mètres. Neptune, qui ferait la taille d'une perle, se trouverait à 900 mètres. Et voilà où on peut situer les autres planètes géantes. La ceinture de Kuiper à cette échelle irait bien plus loin, jusqu'à 2,4 km. La ceinture d'astéroïdes à cette échelle, c'est une petite ceinture qui se trouve là. C'est assez petit par rapport aux comètes. Et le nuage de Oort, cette grosse boule qui contient les comètes, ça irait à cette échelle jusqu'au cap sud de la Corse, à 1000 km. Dans la réalité, c'est une demi-année-lumière, ou autrement dit, 5000 milliards de kilomètres. Et l'étoile la plus proche de nous, je parle bien de l'étoile la plus proche, à cette échelle, elle se trouverait au cap sud de l'Inde, à 8000 km, soit 4,2 années-lumière. Ça veut dire que sa lumière met plus de 4 ans pour venir jusqu'à nous. Donc vous voyez à quel point le système solaire est microscopique par rapport à notre galaxie. On n'est vraiment rien du tout. Alors au final, on a des objets similaires au niveau de la forme, de la taille, mais maintenant on va parler des différences qu'on voit déjà à la couleur. Et on va l'expliquer. Alors les astéroïdes, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quelque chose qu'on connaît assez bien sur Terre. On a un mélange de silicates. Alors la silicate, c'est un peu ce qui est le sable, tout ça. Et des métaux. Donc de la roche bien classique. Et c'est pour ça que c'est gris. Les comètes, elles, si on regarde dedans, c'est principalement de la glace. Et quand je dis de la glace d'eau, à 80% en général. Il y a aussi de la glace d'autres gaz, comme du méthane, de la glace de CO2, de la glace d'azote, et il y a aussi un peu de roche et de poussière. Et le tout est mélangé, et c'est assez fragile et peu dense. On imagine souvent des rochers bien solides, mais très souvent ce sont des agrégats de gravier ou encore de neige, comme ici. Et cette composition explique la couleur des comètes.
assez marronasse. Et d'après les sondes, la couleur, oui, l'odeur va avec. Je ne vous fais pas un dessin. Alors on peut aussi expliquer cette différence de composition en remontant à la naissance du système solaire. Au départ, on avait un nuage de gaz, il y a 7 milliards d'années. Il y a environ 5 milliards, le gaz s'est regroupé au centre pour former le Soleil. Alors le Soleil, en s'allumant, il a poussé les gaz plus légers vers le bord. Ici, il reste les poussières et les roches. Les poussières et les roches se sont regroupées pour faire les planètes rocheuses. Ici, les poussières ont fait les noyaux des planètes gazeuses, et ensuite elles ont absorbé le gaz, qui ont fait d'elles les planètes gazeuses. Et un peu plus loin, la température baissant, les gaz se sont transformés en glace, et ensuite, les petits flocons de glace se sont regroupés pour former de gros rochers, comme les comètes. Et certaines comètes ont réussi à se regrouper pour former certaines planètes naines. Alors deux questions, enfin une question, pourquoi ici on a des astéroïdes et pourquoi là on a des comètes? Alors ici il faut savoir que Jupiter, qui a une très forte gravité, donne des coups de balai dans les astéroïdes et les empêche de se regrouper. Tant qu'ici, là ça ne s'est pas regroupé parce que les distances sont tellement grandes que les comètes n'ont pas réussi à se regrouper suffisamment pour faire des grosses planètes. Elles ont réussi au mieux à faire des planètes naines, des planètes toutes petites. Voilà pourquoi il y a encore des débris dans ces zones. On peut aussi expliquer cette différence par la température. Chez les astéroïdes, il fait moins 100 degrés. C'est assez chaud pour transformer certains gaz en vapeur. Et s'ils se transforment en vapeur, eh bien l'objet fond. Les astéroïdes faits de roches, ici, résistent. Les comètes, là où elles se trouvent, il fait moins 240, au mieux. Et donc voilà pourquoi on trouve ces corps gelés ici. C'est là où ils résistent. Alors ces objets, ils tournent dans leur ceinture, mais parfois ils en sortent. Comme la comète que vous voyez ici, ou un astéroïde que vous voyez là. Alors comment ça se fait qu'ils finissent par sortir? Il y a deux types d'explications. Alors les astéroïdes, parfois il y a des collisions. Il y a un petit bruitage là. Il y a des collisions. Ça fait plein de petits morceaux, ils peuvent partir en direction des planètes comme la Terre. Sinon, l'autre cas de figure, c'est Jupiter. Avec sa forte gravité, elle peut pousser certains astéroïdes en dehors de la ceinture. Et Jupiter, avec sa force d'attraction, peut en pousser des très gros. Les comètes, même chose, des collisions qui éparpillent tout en morceaux. Ça peut aller visiter les planètes. Et sinon, pour celles qui sont proches de Neptune, sa gravité peut les dévier. Et donc les envoyer vers le Soleil. Alors encore plus bizarre, il arrive de temps en temps qu'une étoile passe près de la nôtre, et sous l'effet de sa gravité, elle expulse des comètes vers le Soleil. Il faut savoir que les étoiles dans le ciel ne sont pas fixes les unes par rapport aux autres, elles se déplacent, alors très lentement, ça prend des milliers d'années, mais de temps en temps, il peut y en avoir qui passent dans le réservoir de comètes. Donc la gravité perturbe tout ça et ça envoie les comètes vers le centre. Alors les comètes, il y a une grande question, c'est comment on passe de l'iceberg stellaire à la grande chevelure gazeuse, qui peut être immense, hein, ça peut mesurer 150 millions de kilomètres, ce machin. C'est la distance Terre-Soleil. Alors il faut savoir que là où elle se trouve, dans leur région d'origine, il fait moins 240. Donc les gaz contenus à l'intérieur, ils sont gelés. Donc il faut rappeler ce qu'il y a là-dedans. Hein. De l'eau, d'autres gaz sous forme de glace, et le tout est fragile et peu dense. Ça c'est important de le dire pour ce qui va suivre. Donc en se rapprochant du Soleil, la température augmente, et ça suffit pour transformer des gaz en vapeur. Ils fondent, ça fait de la vapeur, et cette vapeur se disperse autour de la comète.
qu'est-ce qui va provoquer la queue? Eh bien, ce sont les rayons du soleil. Ces rayons expulsent les gaz en arrière, ce qui forme la queue de la comète. Et donc la comète, en se rapprochant du soleil, aura toujours la queue propulsée en arrière par les rayons de lumière. Ça ne traîne pas derrière comme la traînée d'un avion. Et donc si on décompose le mouvement, voilà ce que ça donne. Les comètes sont comme des flèches qui indiquent toujours la direction du soleil. C'est un point de repère. Et de la Terre, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est ISON, aperçu fin 2015, dans l'hémisphère sud. Donc là, vu depuis le Chili. Et là, vu depuis l'espace, depuis l'ISS. Alors en 2020, il y en a eu une très belle, Neowise, c'est la comète du Covid. Dans les temps anciens, on disait que les comètes étaient annonciatrices de cataclysmes, de mauvais présages. Donc Neowise, c'est un peu celle du Covid. Bon, elle a annoncé le cataclysme après la pandémie. Alors ça, c'est une photo faite par un membre du club, qui lui est un bon astrophotographe. Vous voyez la qualité de la photo. On voit bien là les traînées de vapeur. Et là, la traînée bleue, c'est l'hydrogène. Alors en ce qui me concerne, je me suis amusé à comparer deux photos 2 jours de suite. Car les comètes se déplacent très très vite, à plusieurs millions de kilomètres/heure. Donc là, vous voyez la différence entre le 17 et le 18 juillet. Alors pourquoi ça se déplace si vite? Les planètes, elles tournent autour du Soleil en faisant des cercles, quasiment. Les comètes, ce sont des ellipses. Ce sont des cercles extrêmement aplatis, donc les comètes, elles avancent quasiment en ligne droite, donc elles vont plus vite, elles gagnent du temps. Comme c'est le cas ici. Et d'ailleurs, les orbites non seulement sont aplaties, mais souvent elles sont inclinées. Les comètes, elles peuvent venir du côté, d'en dessous ou d'au-dessus. Ça peut venir de n'importe où et dans n'importe quel sens. Alors les comètes, elles peuvent venir de régions différentes. Et donc être plus ou moins lointaines. Et ça a un impact sur le temps de parcours. On va regarder en détail. Donc la comète de Halley, la plus connue, elle vient du bord de la ceinture de Kuiper et elle met 75 ans pour faire des allers-retours. Hale-Bopp, elle met plus de 2000 ans, donc elle vient de très loin, au-delà de la ceinture de Kuiper. West, elle met un demi-million d'années, donc elle vient de très très loin, du nuage de Oort, vraiment très loin. Alors là, vous avez un truc bizarre, Cifréo, qui ne tourne pas dans sa région d'origine, elle tourne à l'intérieur du système solaire. Comment ça se fait? Eh bien Cifréo, en fait, elle est arrivée, elle a fait demi-tour autour du Soleil, mais elle a été capturée par la gravité de Jupiter qui l'a renvoyée vers le Soleil. Et du coup, vous avez une comète qui fait des allers-retours entre Jupiter et le Soleil et qui se trouve à l'intérieur du système solaire. Et vous avez d'autres comètes qui suivent ce schéma et certaines qui ont été déviées et qui tournent au milieu des astéroïdes. On va en parler de certaines. Alors des fois, les comètes ne font qu'un seul passage et ne reviennent jamais. Il arrive même que certaines prennent de l'élan en approchant du Soleil et qu'il arrive qu'elles sortent du système solaire et qu'elles aillent en visiter un autre. Et ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que nous, on peut avoir la visite de comètes venant d'autres systèmes. Je dis des comètes, ça peut aussi être des astéroïdes. Là, vous avez Oumuamua. C'est le premier objet interstellaire qu'on a observé. C'est la première fois qu'on a trouvé un objet qui ne vient pas du système solaire, mais qui vient d'un autre. Alors il fait environ 400 mètres de long. Il est principalement fait de roches, il y a aussi un peu de glace d'azote. Alors ça, c'est une représentation artistique. Depuis la Terre, on ne voyait qu'un point flou. On a pu deviner sa forme en le voyant passer devant une étoile. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en s'éloignant du Soleil, il a accéléré un peu. Alors certains ont dit, c'est un vaisseau extraterrestre qui a allumé ses moteurs. Mais on pense plutôt, et c'est même plutôt ça, que derrière, il y a de la glace qui a fondu, qui s'est transformée en vapeur et qui a donné un coup d'accélération à l'astéroïde. Ça arrive souvent avec les comètes. Donc celui qui dit que c'est un objet extraterrestre, vu qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne peut pas prouver que c'est faux, mais lui, il ne peut pas prouver que c'est vrai. Donc sans preuve, on part du principe que c'est un objet naturel.
Donc lui, c'était en 2017. En 2019, on avait une comète interstellaire, Borisov. Alors les comètes, des fois, en passant près du Soleil, elles ne font pas demi-tour, elles y meurent. Et elles peuvent mourir de deux manières. Les comètes, c'est de la glace, et en fondant, elles s'épuisent, comme on épuise un aspirine dans l'eau. Donc à force de fondre, à un moment, il ne reste plus rien de la comète. Après, si la comète contient des roches et de la poussière, elle finit en un gros tas de roches et de poussière, et ça devient un astéroïde. Donc une comète à la retraite, c'est un astéroïde. Sinon, sous l'effet de la chaleur, les gaz, en se dilatant, eh bien, ils peuvent faire exploser la comète. Et là, il ne reste plus rien. Alors, dans le pire des cas, une comète, ça peut rentrer en collision avec une planète. Donc là, Shoemaker-Levy, c'est une comète qui est rentrée en collision avec Jupiter en 1994. Elle a percuté Jupiter à 300 000 km/h. L'impact a été tellement violent que ça a laissé des traces dans l'atmosphère 2 fois plus grandes que la Terre. Alors ça, ce ne sont pas des cratères, il n'y a pas de sol sur Jupiter. Mais vous avez l'atmosphère qui a été vraiment bousillée par ça, c'est resté pendant plusieurs mois. Alors, des trucs plus sympas, moins dangereux. Des fois la Terre, elle passe dans ce qui reste de la queue d'une comète. Elle passe dans la queue, et donc les débris, lorsqu'ils rentrent en collision avec la Terre, et c'est par millions, on a des pluies d'étoiles filantes. Comme ça doit être le cas ce soir. Alors ce soir, on attend quelque chose comme environ une étoile filante toutes les 1 minute. Mais des fois, il est arrivé dans l'histoire qu'on ait 1000 étoiles filantes par minute. Donc ça donne une pluie comme ça, à l'œil nu. Alors c'est arrivé très rarement. Hein. Alors après avoir parlé de tout ça, on a regardé un peu où ça se trouvait, les comètes et les astéroïdes, ce que c'était, leur histoire. On va s'intéresser à l'aspect humain de la chose, l'exploration. Alors l'exploration, elle a commencé en 89. Cette sonde Galileo, qui avait pour destination Jupiter, en traversant la ceinture d'astéroïdes, elle en a profité pour aller voir de près ces deux-là. Donc là, vous avez Gaspra, et là, Ida, de gros astéroïdes de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est la première fois qu'on a obtenu des photos d'astéroïdes. Avant, on les observait depuis la Terre au télescope, mais on n'en voyait pas grand-chose. Donc là, c'est la première fois qu'on a eu un œil véritable sur ces objets. Avant, on ne faisait que les imaginer. Alors la première vraie mission consacrée à un astéroïde, c'est en 2001, NIR Shoemaker, donc c'est un petit satellite qui a approché Eros, qu'il a étudié de très près. Il a même réussi à se poser dessus. Alors il n'était pas conçu pour, mais vu que la gravité y est très faible, il a pu se poser sans s'abîmer. Alors des missions, il y en a eu plein d'autres, mais la plus fameuse, c'est celle-ci, DART, une mission pour dévier un astéroïde. Mais ça, on va en parler à la fin, après s'être fait peur avec les risques de collision. Alors parlons des comètes. L'exploration a commencé en 86 avec Giotto, une sonde européenne. Donc elle a approché la comète de Halley et pour la première fois, on a pu voir ce qu'il y avait au centre de la queue. On a pu apercevoir enfin le noyau de la comète. Donc là, ce que vous voyez, c'est le noyau de la comète de Halley. Et on a pu comprendre ce que c'était, ces objets. Avant, on ne comprenait pas trop. Il y a juste une grosse boule blanche. Et là, enfin, ça se révèle. Alors, des missions sur les comètes, il y en a eu d'autres. Mais la plus connue, une autre mission européenne, l'Europe est très à la pointe sur l'exploration des comètes, c'est Rosetta, partie en 2004 avec une Ariane 5. Et au bout de 10 ans de voyage, elle a atteint la comète Churyumov-Gerasimenko. Bon, Tchouri pour les intimes, hein, c'est plus simple. Donc elle s'est mise en orbite autour. Elle a fait des photos rapprochées. Elle a étudié la comète. Alors cette comète, après avoir été déviée par des planètes, aujourd'hui elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. Elle évolue dedans. Donc c'est une immigrée celle-là. Alors là une photo rapprochée, vous voyez la surface. Là il y a des nappes de neige. Hein. Et pas vraiment de cratères, quelques falaises. Là,
C'est une photo faite en contre-jour. Vous voyez, cette comète, un Saturn astéroïde, il fait déjà assez chaud pour que ça fond. Donc là, on voit des jets de vapeur. Et là, c'est une photo en vraie couleur, prise par Rosetta. Donc on voit à quoi ça ressemble. Alors Chury, elle est très bizarre. Hein. En fait, ce sont deux comètes qui se sont collées l'une à l'autre. Deux objets, reliés par le pont que vous voyez ici. Alors le plus marrant avec Rosetta, ça a été d'aller poser un atterrisseur, Philae. Alors je vais vous expliquer ce qu'il était censé se passer. Le vaisseau, à cause de la faible gravité, il rebondit, mais il a un harpon pour se fixer au sol et des petites fusées pour le plaquer. Et une fois posé, il peut faire ses analyses. Et ce qu'on espère trouver sur les comètes, c'est ça, les molécules organiques. Alors, on les a trouvées sur les comètes. Les molécules organiques, ça permet de fabriquer de l'ADN. Et si on peut faire de l'ADN, on peut faire de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie sur les comètes, mais les comètes contiennent les ingrédients pour créer de la vie. Car on pense que lorsque la Terre est née, il y a 4,5 milliards d'années, ce sont les comètes qui ont apporté l'eau des océans, en grande partie, et qui ont apporté les molécules nécessaires pour que la vie apparaisse. C'est une des hypothèses pour expliquer l'apparition de la vie sur Terre. Alors que s'est-il passé en vrai? Eh bien, Philae s'est rétrofusé, son harpon n'ont pas fonctionné, donc il a rebondi. Et il est allé se coincer ici entre ces deux falaises, bien à l'ombre. Et ça c'est embêtant parce que ces panneaux solaires qui étaient censés recharger sa batterie, qui avait une durée de vie de 2 jours, eh ben, ça n'a pas pu fonctionner. Donc il n'a bossé que pendant 2 jours, et surtout, écrasé comme ça, enfin écrasé, hein, il s'est posé lentement, mais de travers, il n'a pas pu faire un trou dans le sol pour analyser l'intérieur de la comète. Donc il n'a pu faire que 80% de son boulot, il n'a pas pu faire le 20% restant, qui était peut-être le plus passionnant. Donc là, la dernière photo de Philae. Alors au final, l'Agence spatiale européenne considère la mission comme une réussite. Ils ont réussi à récolter suffisamment de données et on a appris plein de choses sur les comètes. Alors une autre mission, on la laisse arriver, New Horizons, donc partie en 2006. Alors elle, sa mission c'était Pluton. Mais elle a fait autre chose après Pluton. Elle a survolé Arrokoth. Donc c'est une comète qui se trouve dans la ceinture. Donc ça a été la première fois qu'on survole une comète dans son milieu d'origine. Alors Arrokoth, c'est un objet assez gros. Si on compare à Chury qui fait 4 km, voilà ce que ça donne. C'est un objet qui fait plus de 30 km. Et ça, c'est l'objet le plus lointain qu'on ait survolé dans le système solaire. Alors là maintenant, la dernière partie, la plus drôle, ou la moins drôle, hein, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça rentre en collision avec la Terre. Je vais d'abord vous foutre un peu les boules, mais à la fin je vais vous rassurer. Hein. Je vous rassure. Alors on va faire des scénarios. On va s'intéresser à ce qui se passe lorsque ces gros cailloux rentrent en collision avec la Terre. Alors il faut savoir une chose, c'est que ça pénètre dans l'air à environ 70 000 km/h. À cette vitesse, ça chauffe. Quand vous frottez le bras comme ça chauffe déjà un peu. Hein. Alors imaginez dans l'air, à 70 000 km/h, on atteint plusieurs milliers de degrés, si ce n'est des dizaines. Alors que se passe-t-il? Ça dépend de la taille des objets. Ceux qui font quelques centimètres, ils se consument entièrement. Et ça fait des étoiles filantes inoffensives. Alors la couleur, ça dépend de la composition. Les jaunes, c'est du fer. Les vertes, c'est du magnésium. Et vous voyez le reste. Donc ça peut être un vrai feu d'artifice. Bon, la plupart sont jaunes parce que la plupart sont faites de fer. Hein. Les autres, c'est plus rare. Alors maintenant, si on a affaire à des objets de plusieurs mètres, alors en rentrant dans l'atmosphère, ils ont quand même du mal à résister. Et ils explosent. Par contre, là, il y a des morceaux qui tombent au sol et qu'on peut récupérer. Les chasseurs de météorites, c'est ce qu'ils cherchent. Alors ce sont des cailloux tout cramés, donc ils sont noirs,
Et donc s'ils sont sombres, on les trouve facilement dans les déserts, là où la roche est claire. Chercher ça dans une forêt, c'est assez compliqué. Alors maintenant, les moins drôles, les plus gros, ceux qui font au moins une dizaine de mètres de diamètre, eh bien ils résistent et atteignent le sol. Et en le percutant, la météorite va faire un cratère qui est en général 20 fois plus grand que l'astéroïde en question. Alors ça, sur la Lune il y en a plein, on en a aussi sur Terre. Là, météore cratère qui fait 1,2 km de large et 200 mètres de profondeur. Il a été provoqué par un astéroïde de 50 mètres qui s'est écrasé il y a 50 000 ans. Alors maintenant, on va faire des scénarios. On va prendre au hasard le puits. Et on va imaginer un astéroïde de la taille du rocher Saint-Michel qui s'écrase en plein milieu. On va viser la Vierge. Bientôt le 15 août, je ne devrais pas le dire trop fort. Allez, on y va. Et on fait péter ça. Donc là, un beau cratère de 2 km de diamètre. L'astéroïde en faisait 100. Alors ceux comme moi qui se disent « Cool, ma maison est là, je suis tranquille », bah non en fait. Parce qu'au-delà du cratère, vous avez un souffle d'explosion. C'est une onde de choc, un souffle surpuissant qui rase tout sur un cercle de 40 km de large. Donc les Saint-Gelais, je suis désolé, mais vous n'êtes pas épargnés. Bon, par contre, à Brioude ou Langeac, c'est bon. Là, vous êtes épargnés. Voilà, ce genre de machin, ça se produit environ tous les 100 ans. Et vu que la Terre est extrêmement vaste, principalement faite d'océans et de zones inhabitées, la chance pour que ça nous tombe dessus ce soir, elle est proche de zéro. Donc ça, faut pas en avoir peur. Hein. Je ferai les conclusions rassurantes après. Hein. Alors ça s'est produit dans l'histoire humaine. 1908, l'événement de la Tunguska. Donc là, on pense que c'était une comète de 100 mètres. Alors bizarrement, elle n'a pas touché le sol. Elle a explosé à 20 km, mais par contre, l'explosion a suffi à tout détruire sur un cercle de 40 km de large. Donc là, la forêt qui a été détruite, mais il n'y a eu aucune victime. C'est la Sibérie, c'était non peuplé à l'époque. Alors plus récemment, 100 ans plus tard, 2013, toujours en Russie. Les Russes, ils aiment bien tout ce qui pète. Donc le super bolide de Tcheliabinsk. Donc là, c'était vers le matin, un astéroïde de 20 mètres qui a pénétré dans l'atmosphère et qui a fait un flash lumineux plus puissant que le soleil en plein jour. Regardez ici. Vous voyez les ombres qui se déplacent? C'est la lumière de l'astéroïde. Bon là, les Russes, ils partent au boulot le matin. Ça n'a pas l'air de les perturber. Bon eux, c'est pas le thé le matin. Hein. Alors cet engin, il faisait 20 mètres de diamètre. Il a explosé en altitude. Donc il n'a pas touché le sol. Mais l'explosion a propagé une onde de choc qui a détruit toutes les vitres dans un cercle de 40 km. Alors je vous rassure, il y a eu des milliers de blessés, des blessés plutôt légers, des coupures à cause des éclats de verre, tout ça, mais il n'y a pas eu de mort. Donc, plus de peur que de mal. Alors là, un petit récapitulatif. Tcheliabinsk, c'est le rocher que vous voyez là, il faisait cette taille. L'événement de la Tunguska, il faisait 100 mètres de long. Donc un gros machin. Vous voyez la taille par rapport à un avion. Ça, c'est celui qui a fait le cratère que je vous ai montré avant, qui est tombé il y a 50 000 ans. Allez, maintenant, on va faire tomber quelque chose de plus gros sur le puits. On va imaginer un astéroïde de 1 km de diamètre. Donc là, vous avez un cratère de 20 km. Donc, il n'y a plus le bassin du puits. Le souffle d'explosion détruirait tout sur un cercle de 400 km de diamètre. Donc, quasiment jusqu'à Genève. Et les dégâts, là, pour le coup, ça ne s'arrête pas ici. Vous avez un panache de cendres qui recouvrirait toute l'Europe et plus loin. Et cette zone, placée sous ces cendres, la température baisserait à cause des rayons du soleil bloqués. Donc ici, vous auriez un hiver nucléaire qui durerait pendant quelques mois. Et ça se produit tous les 100 000 ans. Donc c'est assez rare. Alors maintenant, on va faire mieux.
Enfin mieux, pire. Imaginons un astéroïde de 10 km qui s'écrase en plein centre. Donc on a un cratère de 200 km, donc il n'y a plus de massif central. Du moins ça serait le cratère central. Le souffle d'explosion détruirait tout dans un cercle de 7000 km. Et le nuage de cendres, lui, il irait recouvrir toute la Terre. Toute la Terre plongée dans un hiver nucléaire pendant plusieurs années. Alors ça se produit tous les 100 millions d'années. Les derniers qui s'en sont pris un dans la figure, ce sont les dinosaures. Ça s'est produit il y a 66 millions d'années, donc selon les probabilités, on est peinard pendant 34 millions d'années. Ça veut dire ça. Enfin après, c'est une chance. Ça veut dire que chaque année, il y a une chance sur 100 millions qu'un astéroïde comme ça s'écrase sur Terre. Excusez-moi. Oui. La statistique, elle sort d'où? Parce que si c'est tombé qu'une fois, en fait, comment on peut dire? Alors on pense qu'on a calculé qu'il y en a d'autres qui sont tombés avant. On a repéré des cratères plus anciens. Donc elle sort de là, la statistique. Alors maintenant, on va faire un scénario catastrophe. On va imaginer un astéroïde de 10 km s'approchant de la Terre. Donc, en approchant de la Terre, sa gravité va attraper l'astéroïde, et une fois attrapé, il va être irrésistiblement emmené vers elle. Alors en rentrant dans l'atmosphère, sous l'effet des frottements, ça devient une boule de feu, très visible depuis la Terre. Et au moment de l'impact, voilà ce qui se passe. Donc en percutant le sol, vous avez une explosion tellement puissante que vous avez un souffle d'explosion qui va à 3000 km/h. Tellement puissante que non seulement tout est rasé, bâtiments, forêts, mais y compris le sol. Ça laboure le sol sur des dizaines de mètres. Alors avant ça, sous l'effet de l'impact, vous avez un tremblement de terre qui va faire plusieurs fois le tour de la Terre. Donc toutes les constructions sur Terre qui ne sont pas assez solides vont être détruites par ce tremblement de terre. Et juste après, vous avez le souffle d'explosion qui va jusqu'à 3500 km du centre. Alors si ça tombe dans l'océan, ça fait pas un petit plouf. Là, ça vous fait une vague de 5 km de haut au départ. C'est plus que dans Interstellar. Et à l'autre bout de la Terre, la vague fait encore une centaine de mètres de haut. Donc faut pas habiter près de la mer. Alors faut ajouter à cela, donc au niveau du cratère, vous avez des débris qui sont expulsés. Et ils s'écrasent plus loin. Donc vous avez des morceaux de roches incandescents qui réchauffent l'atmosphère tellement que les forêts prennent feu. Donc si on fait un bilan, là vous avez le souffle d'explosion qui a tout détruit ici. Au-delà, ce sont les roches incandescentes qui ont tout brûlé. Et enfin, la moitié de la Terre qui a été épargnée, eh bien elle est recouverte par le nuage d'explosion qui plonge la Terre entière dans un hiver nucléaire. Et ça dure pendant plusieurs années. Donc privé de soleil, les plantes ne poussent plus. Donc s'il n'y a plus de plantes, les animaux végétariens meurent. Et s'il n'y a plus d'animaux végétariens, les animaux carnivores n'ont plus rien. Bon alors là, après vous avoir bien foutu la pétoche, avec ce scénario, on va essayer de vous rassurer. Enfin essayer, non, on va le faire. Alors comment éviter qu'un astéroïde nous tombe dessus? La première idée du bourrin venu, ça serait d'envoyer une bombe nucléaire pour le faire exploser. Alors ça donnerait quoi? Et bien en fait ça multiplie le problème. Vous avez plusieurs morceaux d'astéroïdes qui s'écrasent sur Terre et en plus maintenant en prime ils sont radioactifs. Donc ça fait qu'empirer le problème. Alors après plus raisonnable, voilà, on envoie une bombe nucléaire exploser à côté pour le dévier. Ou sinon, on imagine encore envoyer une fusée, pousser l'astéroïde et le dévier. Enfin, tout ce que je vous raconte là, ça marche très bien sur le diaporama, mais en vrai c'est beaucoup plus compliqué. Parce que bon, un astéroïde, ça peut faire des milliards de tonnes. Alors une petite fusée qui vient pousser l'astéroïde, pour le dévier, on peut au mieux le dévier d'1 degré. Donc vous voyez, la Terre, on la loupe pas là. Hein. Alors par contre, il y a une astuce.
c'est de s'y prendre bien en avance. Car vous voyez là, 1 degré c'est pas beaucoup, mais sur une centaine de millions de kilomètres, c'est suffisant pour passer à côté de la Terre. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de dévier les astéroïdes? Et ben voilà la mission DART. Donc la mission était de dévier un astéroïde. Alors là en fait vous en avez deux. Vous avez Didymos, qui fait 800 mètres de diamètre, et sa lune, Dimorphos, qui fait quasiment 200 mètres. On a choisi de dévier, non pas un astéroïde, mais une lune d'astéroïde. Parce qu'imaginez qu'on dévie un astéroïde et que, sans le vouloir, il prend la direction de la Terre, c'est pas trop le résultat voulu là, c'est un peu bête. Donc là, on dévie une lune d'astéroïde, comme ça, si elle change de trajectoire, ça reste une trajectoire qui tourne autour de l'astéroïde. Donc là, on minimise les risques. Donc lui, on l'a envoyé s'écraser dessus. Pour essayer de le dévier. Alors, envoyer une sonde d'une centaine de kilos, essayer de dévier un astéroïde, certes une lune de 200 mètres, et ben ça revient à essayer de dévier un camion en lui envoyant un moustique dans le pare-brise. C'est un peu la même chose. Mais rappelez-vous une chose, on est dans l'espace et ça se passe différemment. Alors ça, c'est les dernières images prises par la sonde avant de percuter l'astéroïde. Et quel est le résultat? Alors là, vu depuis la Terre, vous voyez ça, c'est le nuage de poussière que ça a généré. Le point flou, c'est les deux astéroïdes ensemble. Et là, la poussière due à l'impact, on ne s'attendait pas à ça, donc ça prouve que ça a dû faire très mal en fait. Alors l'objectif, vous voyez l'orbite là, il faut savoir que cette lune d'astéroïdes, elle met 11h55 pour faire un tour. On espérait réduire ce temps d'1 minute, au mieux. Parce que ça reste petit, même si ça arrive à 24 000 km/h. Et ben je vous donne le résultat. On a réussi à réduire son orbite, non pas d'1 minute, mais de 30 minutes. On a obtenu un résultat 30 fois meilleur. Ce qui est assez impressionnant, inattendu. En fait, on a réussi à réduire son temps de révolution de 4,5%. Rappelez-vous, hein, ça fait une centaine de kilos, ça des milliards de tonnes, on a modifié son orbite de 4,5%, c'est considérable. Comment ça se fait? Alors ça, quand ça l'a percuté, le choc lui-même n'a pas beaucoup dévié l'astéroïde. Par contre, le choc, lui, a provoqué une explosion de débris, et ces débris, on refait, ils ont été projetés en arrière, ils se sont comportés comme un moteur de fusée. En se projetant en arrière, ça a généré une poussée, et par effet de réaction, l'astéroïde a été poussé dans l'autre sens. Donc si la déviation a été aussi bonne, ça n'a pas été grâce au choc en lui-même, ça a été grâce à l'explosion de débris, qui a libéré une énergie considérable. Donc qu'est-ce que ça prouve? Eh bien ça prouve que dévier un astéroïde, c'est plus facile que ce qu'on imaginait. Donc ça veut dire que nous, humains, nous avons les moyens de nous protéger des astéroïdes qui pourraient venir entrer en collision avec la Terre, à condition de s'y prendre assez en avance. Et surtout, d'ouvrir l'œil. Avec nos télescopes, on surveille les astéroïdes et on les connaît à peu près tous. Alors ça dépend de la taille. Tous les astéroïdes qui font plus d'1 kilomètre, ils sont tous connus. Ça tombe bien parce que ça serait les plus dangereux. On a calculé la trajectoire de tous. Et la très bonne nouvelle que je vous donne ce soir, c'est qu'il n'y en a aucun qui est en route vers la Terre pour nous rentrer dedans. Il n'y a pas de danger à l'aube. Les astéroïdes qu'on connaît moins bien, ce sont ceux qui font moins de 300 mètres de diamètre. On ne les connaît pas tous. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui vient vers nous et qu'on n'est pas au courant, ça peut être dangereux. Après, ils sont trop petits pour faire des dégâts très importants. En général, un astéroïde de cette taille, quand il approche de la Terre, on a quand même le temps de le voir venir et donc de faire une évacuation. Mais bon, rappelez-vous, les plus petits, même si on ne les connaît pas tous, ce sont les moins dangereux. Les gros, les dangereux, les astéroïdes tueurs, on les connaît tous et il n'y a pas de menace à l'horizon. Voilà ce qu'il fallait retenir sur les astéroïdes et la conclusion rassurante pour vous assurer un sommeil sans cauchemar. Voilà. Je vous remercie.
Alors si vous voulez, s'il y a des questions ou des remarques, on est preneur. Alors y a-t-il des questions? Oui? L'exploitation, vous n'avez pas parlé des astéroïdes. Alors c'est vrai. Alors oui, exploiter les matières premières des astéroïdes, ça, à l'heure actuelle, c'est encore des idées, des projets. C'est vrai que les astéroïdes, ils peuvent contenir beaucoup de métaux en grande quantité, y compris des métaux rares qu'on n'a pas beaucoup sur Terre et qui coûtent très cher. Alors le problème, c'est qu'aller dans l'espace, ça coûte très cher. Donc envoyer une fusée pour aller chercher 100 kg de métaux sur un astéroïde, ça reviendrait plus cher que d'exploiter nos propres métaux sur Terre. À l'heure actuelle, peut-être que demain, ça deviendrait moins cher d'aller chercher des métaux rares sur les astéroïdes que de les exploiter sur Terre. Mais à l'heure actuelle, ça reste encore des projets, donc pour l'instant, c'est pas une réalité, l'exploitation des astéroïdes. Après, ça serait intéressant d'exploiter leurs matières premières, non pas pour faire des trucs sur Terre, mais pour faire des trucs dans l'espace. Exploiter les métaux des astéroïdes pour fabriquer des stations spatiales, par exemple. Voilà. Oui? Oui, comment Saturne elle utilise sa gravité pour expulser des astéroïdes, c'est pas censé les attirer? Alors, Jupiter, vous voulez dire? Oui. Alors Jupiter, c'est sa forte gravité. Sa forte gravité, ça peut dévier les astéroïdes, ça peut modifier leur trajectoire en les déplaçant. Bon, faut que je remette la diapo du tout début. Alors on va se contenter de ça. Donc là, Jupiter, sa forte gravité, les astéroïdes qui sont là, ça peut les dévier et donc les faire plonger vers les planètes. Est-ce que ça les ralentit, c'est ça? Ça peut les ralentir ou les accélérer. Si ça les ralentit, ils partent vers l'intérieur. Si ça les accélère, ils partent vers l'extérieur. Ça marche comme ça, c'est de la mécanique orbitale.